Rebonjour. Alors, une fois que vous avez finalisé l'installation de votre Aspen Plus, donc il va vous demander, comme ce que vous avez constaté, un redémarrage. Donc, une fois redémarré, avant même de, de, de rentrer sur Windows, vous avez une image qui illustre l'application de la licence Aspen License Selector based on FlexLM avec un écran noir. Donc, c'est même avant, c'est une fois lancé juste après le BIOS, juste après le l'écran noir de BIOS, il vient juste après un écran noir qui est doté de cette interface d'installation de la licence. Alors après, deux possibilités, soit vous vous en servez de cet écran pour injecter la licence dedans, soit vous mettez cancel et vous rentrez sur Windows et vous faites ce que je vais faire qui va solliciter cette interface d'intégration de licence à travers Aspen Tech Common Utilities FlexLM License Management Selector et vous avez le même écran. Donc c'est pareil, c'est exactement pareil. Alors à la base vous avez ça qui est pas écrit, c'est du blanc parce qu'en fait moi comme j'avais déjà Aspen Plus je l'ai désinstallé, je l'ai réinstallé pour que je puisse vous montrer l'installation. Après je vais chercher la licence. La licence en fait se trouve dans un fichier. C'est un fichier qui est contenu dans le premier dossier d'installation, le 11.a, que donc, je dois l'avoir. Je dois l'avoir dans le premier dossier d'installation. Et il est ici, licence.date. Donc, clic droit, copier, et vous la mettez dans un endroit assez sûr de votre ordinateur dans lequel elle va résider. Donc coller, je vais écraser mon ancien fichier. Donc moi comme je l'avais déjà, je vais le remplacer. Voilà. Donc ici je mets browse et je fais le lien vers cet emplacement. Donc l'emplacement c'est disque local, c'est 2 points, et vous l'avez ici le licence.date. Je double-clique et normalement il est aspiré par cette interface. Et après je mets OK. Normalement le tour est joué et Aspen Plus devra fonctionner maintenant correctement. Donc pour vérifier tous les programmes, Aspen Tech, Aspen Engineering Suite, et là bien entendu on va retrouver les différentes composantes qu'on s'est proposé d'installer au départ, BJAP, Pinch, Aspen Plus, Aspen Properties. Donc je vais sur Aspen Plus, je vais sur Aspen Plus User Interface, qui est l'interface dédiée à l'établissement des flowsheets et à l'utilisation des blocs des blocs de calcul. Voilà, alors une fois lancé, l'interface Aspen Plus est celui-là. Donc vous avez une fenêtre qui s'ouvre en premier pour le choix de la nouvelle simulation que vous comptez faire. Blank Simulation, il va vous présenter une page blanche par la suite, sans charger un prérequis relatif au système unitaire et relatif à l'orientation des modèles qu'il va utiliser pour répondre à vos besoins de flowsheet. Donc blank, il ne va rien charger. Et s'il ne charge rien, c'est que vous-même, vous devez vous charger de l'établissement du système unitaire, du choix du système unitaire et du choix des différents modèles dont vous allez vous servir dans votre quantification et votre simulation. Après, vous avez template. Template, c'est l'inverse. Il va vous guider, vous orienter vers un choix préliminaire à travers lequel il va charger un certain nombre d'éléments qui correspondent à l'orientation de votre simulation. Après, vous avez Open Existing Simulation, et ça, c'est relatif à une simulation que vous avez déjà commencé, par exemple, qui est déjà enregistrée. Donc moi, je préfère généralement le template. Je mets template, OK. Et ici, il va m'orienter, il va me donner des orientations. Donc ici, Personal Raffinery Simulation. Donc ça dépend de la simulation que vous proposez de faire. Si par exemple
dans le domaine de raffinage, vous avez des choses spécifiques, catalytic reformer, relatives au craquage de pétrole. Vous avez aussi des choses relatives à la distillation fractionnée. Donc à chaque fois que vous utilisez quelque chose, automatiquement il va charger des choses, comme vous voyez à droite. Par exemple ici English Units, Fahrenheit, Psi, un système unitaire bien spécifique. Après il va charger automatiquement un certain nombre de components qui rentrent dans, par exemple ici dans les colonnes d'extraction, aromatic column extraction. Il va charger un certain nombre d'éléments qui est usuellement utilisé industriellement dans ce type de procédé. Ici par exemple vous avez component group Henry 1 selected for light pour les légers. Donc Henry, il va choisir le modèle d'Henry avec des contributions de groupe d'Henry. Donc ça c'est le modèle qu'il va utiliser ici. Donc pour chaque situation il va charger un certain nombre d'éléments qui sont spécifiques. Et ça c'est super intéressant parce que pour le domaine de raffinage, comme généralement dans les colonnes nous avons des coupes de pétrole qui sont relatifs à ce qu'on appelle des distillation curves, il va automatiquement charger des éléments relatifs à ces courbes de distillation qui correspondent à des coupes de pétrole qui sont extraites ou injectées à un niveau bien déterminé de colonne. Donc simulation, vous avez le cas général, et ici vous avez un large choix. Si vous manipulez les électrolytes, il va choisir par exemple LKNRTL qui est un modèle super fort pour les électrolytes. Si vous choisissez par exemple General Wood Metric Units ou la Wood English Units, il ne va pas charger de modèle, il va laisser le choix pour charger le modèle non-property method. Mais il va charger quand même le système unitaire. Donc moi généralement je choisis du General Wood Metric Units. Après vous avez Personal, si vous avez vous-même enregistré des choses préalablement pour qu'elles soient chargées. Donc Simulation, je préfère General Wood Metric Units. Alors ici il faut vérifier que c'est toujours du flowsheet. C'est pas des Properties Plus, c'est pas des Properties Analysis, c'est pas des Property Estimation. Donc Property Analysis, Property Estimation, c'est essentiellement dédié à l'optimisation des paramètres. L'optimisation des paramètres physico-chimiques dans Property Analysis, ou l'optimisation et l'estimation des paramètres d'un modèle bien déterminé. Si vous disposez d'un certain nombre de données d'équilibre issues de la littérature ou des articles scientifiques, vous pouvez les injecter dans un tableur, puis les donner à Aspen Plus et lui demander de faire une estimation des paramètres d'un modèle bien déterminé. Ça peut être NRTL, ça peut être Van Laar, ça peut être ce que ça peut être, et il va finir par vous donner une estimation des paramètres qui correspondent aux données d'équilibre liquide-vapeur ou liquide-liquide ou liquide-liquide-vapeur que vous avez injecté au départ. Donc pour un flowsheet normal, sans prise en compte d'aucune donnée externe, vous avez flowsheet. Ici je mets OK et je rentre sur cette interface. Alors c'est ça le flowsheet, l'interface du flowsheet. Donc en bas on retrouve les blocs. Donc les blocs ici mixer, mélangeur, split, un diviseur. Par exemple, ici c'est le bloc, la partie des mixeurs. Vous avez les séparateurs, les flashs, les décompteurs. Vous avez les échangeurs de chaleur, les heaters, les faisceaux et calandres, tubes, heatrun, kettle, évaporateurs, aérotran, des aéroréfrigérants. Et vous avez des blocs supplémentaires qui sont dédiés à l'injection des modèles spécifiques que vous avez déjà développés ailleurs. Colonne, c'est tout ce qui est relatif aux colonnes, distillation, absorption, extraction, batch continu, distillation fractionnée, et ainsi de suite. Réacteurs, vous allez trouver tous les types de réacteurs en termes de modèles. Air stoïque, air réel, air équilibre, Gibbs, tout ça c'est des modèles qui sont, on va dire, dédiés à des applications spécifiques. Si vous avez par exemple une idée sur la stoichiométrie, on bascule généralement, on utilise généralement air équilibre. Ici vous avez Rigorous Equilibrium Reactor, based on Stoichiometric Approach. Donc la stoichiométrie maîtrisée. Le REL c'est essentiellement based on Known Yield Distribution, quand on maîtrise la conversion, le taux de conversion. Le stoïque c'est basé essentiellement sur la connaissance de la cinétique, qui est relatif aussi à la fraction convertie d'un produit. Et vous avez le tout-puissant R-Gibbs qui est basé sur la prédiction d'équilibre, donc sans aucune donnée relative à la conversion ou à la cinétique
réactionnel, vous pouvez avoir une idée sur la sortie et aussi sur le niveau énergétique des produits et aussi par rapport à la réaction endothermique ou exothermique, sans aucune connaissance préalable de ce qui va en sortir du réacteur. Donc c'est un réacteur tout puissant, il va forcer l'équilibre. Donc il est basé multiphase equilibrium based on Gibbs free energy minimization. Donc il va tout faire pour minimiser l'enthalpie libre de Gibbs, ou autrement dit qui est l'enthalpie libre molaire, ou aussi appelé potentiel chimique. Donc il va forcer la minimisation du potentiel chimique entre l'entrée et sortie, de sorte à avoir l'équilibre. Donc il va forcer l'équilibre, en itérant un certain nombre de paramètres, y compris température, pression, composition. Donc il va itérer ces trois, température, pression, composition, jusqu'à ce que le potentiel chimique soit minimal, jusqu'à ce que la différence du potentiel chimique soit minimale, jusqu'à ce qu'on soit à l'équilibre. Une fois à l'équilibre, il va vous donner ces paramètres, température, pression et composition. Il va recalculer les paramètres physico-chimiques en tenant compte de ces trois paramètres. Donc il est super fort, il est très largement utilisé quand on ne connaît pas, quand on ne maîtrise pas la cinétique. Le Continuous Starter Tank Reactor, le plug flow, le piston, et le batch discontinu. Après vous avez pressure changers, pompe, compresseur, valve, pipe, pipeline. Après vous avez tout le package relatif au contrôle des procédés, contrôle et l'optimisation des flux. Aussi pour le solide, il y a tout un package dédié au solide, la filtration, le séchage, l'humidification des solides, le cyclone, ainsi de suite. Ensuite vous avez user models. Donc là c'est dédié aux modèles qui sont développés soit sur Excel, soit sur MATLAB, ailleurs, et qui peuvent être facilement injectés dans des blocs comme ça pour qu'ils fassent par la suite partie intégrante du flowsheet. Voilà. Donc après à gauche vous avez streams, les flux. Ça peut être material, ça peut être heat, ça peut être work. Donc heat et work, ils ne sont pas impérativement injectés. Donc si on ne les met pas, c'est pas un gros problème. Donc on insiste beaucoup sur la matière pour converger le bilan de matière-énergie. Alors que tous les échanges de chaleur hors procédé ou là hors bloc ne sont pas nécessairement demandés que si on en a besoin pour les quantifier ou pour les échanger entre blocs, chaleur ou travail. Donc chaleur, on va le trouver généralement relatif à des systèmes énergétiques, des échangeurs de chaleur, une turbine, ainsi de suite. Work, c'est pareil, on va le trouver, on va facilement le connecter avec une sortie d'une turbine ou l'entrée d'un compresseur par exemple. Donc voilà, alors pour tous les blocs ici, vous avez un petit commentaire en bas qui vous guide par rapport au bloc. Donc par exemple ici, Stream Mixer combines material, heat or work streams. C'est des choses, on va dire, très brèves qui vont vous guider par rapport à l'utilité du bloc. Voilà. Donc, en tout bas à droite, vous avez Flowsheet Not Complete. Ça, c'est trois messages qui peuvent être affichés ici, à commencer par Flowsheet Not Complete, lorsque vous n'avez pas finalisé votre flowsheet ici. Vous avez un flowsheet not complete, ça veut dire la simulation ne peut pas démarrer, le bouton de démarrage de simulation n'est pas activé. Après, vous pouvez avoir un message, après simulation, vous pouvez avoir un message en jaune qui va vous dire Results available with warnings. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de propriétés physico-chimiques, ça peut être une seule, ça peut être plusieurs, qui est mal calculé. En jaune, ça ne nuit en aucun cas au résultat de la simulation. C'est juste l'une des propriétés ou plusieurs propriétés qui sont mal estimées, surestimées ou sous-estimées, et ça ne nuit pas au bouclage du bilan de matière et du bilan énergétique. Donc les systèmes y convergent correctement. Alors que quand vous avez un résultat en bleu, écrit en bleu, vous avez Results Available. Quand vous avez Results Available, ça veut dire que toute la simulation est bonne et que toutes les propriétés ont été bien estimées, que votre flowsheet, voilà, il tourne et il converge correctement. Après, vous avez un message en rouge après simulation. Si vous avez un message en rouge après simulation, où il y a écrit Results Available with Warnings, à ce moment-là, c'est que votre simulation n'a pas bien tourné et le bilan de matière-énergie n'est pas bouclé à cause d'une erreur quelque part ou d'une non-convergence de votre boucle de simulation. Ça veut dire que les itérations n'ont pas, l'ensemble des itérations réalisées n'ont pas abouti à une tolérance acceptable. Voilà. Donc en haut ici, vous avez un ensemble de boutons essentiellement pour gérer votre flowsheet.
Donc ici, vous savez que vous pouvez ouvrir une nouvelle page. Après, pouvez ouvrir un fichier, vous pouvez enregistrer, imprimer, puis vous pouvez mettre en forme votre flowsheet comme il vous semble bon, copier. Ici, un bouton de help. Après, ici, vous avez un certain nombre on va dire d'outils, de boîtes à outils relatives au démarrage de la configuration. Alors, première étape, si vous devez commencer une simulation, les boutons qui sont les plus utilisés, vous avez le Data Browser et le lancement de la simulation. Ce Data Browser s'avère très utile. Puis, ça, c'est pas le lancement directement de la simulation, mais ce bouton bleu là, il va vous pousser, vous guider. Très important parce qu'à chaque fois, il va vous dire s'il manque quelque chose, si votre simulation est complète, s'il commence les itérations ou pas. Donc, ces deux boutons s'avèrent très utiles. Après, vous avez ça aussi qui correspond à une maîtrise, on va dire, supplémentaire de ces différents boutons. Voilà. Donc, je pourrais commencer par le Data Browser. Alors, les premiers paramètres à régler dans le flowsheet avant d'établir un flowsheet et de démarrer une simulation, ça sera le setup. Le setup, ici vous avez title, description, vous écrivez quelque chose relatif à votre flowsheet, vous avez accounting. Alors la licence dont on dispose a besoin impérativement d'une écriture à ce niveau. Username, account number, project name. Donc il faut mettre quelque chose, au moins quelque chose ici au niveau du username. Donc username, je pourrais mettre quelque chose, 1, 2, 3, 4 par exemple. Voilà. Donc après, pas de problème, on pourrait passer cette étape. Donc ici, cette étape est sollicitée aussi lorsqu'on a besoin de charger un système unitaire. Là, vous avez des systèmes unitaires, English, metric bar, système international. Donc vous avez plusieurs systèmes de systèmes unitaires. Vous pouvez le charger, comme vous pouvez rajouter d'autres systèmes unitaires en configurant les différentes unités dont vous aurez besoin. Donc, moi personnellement, je me fie beaucoup au métrique, donc c'est déjà pré-chargé. Donc ici, le métrique il est là, il n'y a pas de problème. Après, vous avez Report Options qui est aussi utilisé lorsque vous avez besoin d'afficher des choses ou enlever des choses du rapport final de la simulation. Parce que comme la simulation va tourner, et à la fin, on aura une accessibilité au résultat. Et l'accessibilité au résultat, elle va être relative à ce que vous avez pré-chargé dans le report option. Stream, par exemple. Ici, si vous voulez que les flux, le résultat des flux, l'affichage de résultat des flux soit en flow basis, mol ou masse. Donc la masse, les débits soient molaires ou lamassiques. Et la fraction aussi, vous pouvez orienter les résultats de sorte à avoir une fraction molaire ou une fraction massique. Donc si je vais charger molaire, j'en aurai besoin. Après, vous avez le format du rapport, des rapports orientés pétrochimie, des rapports pharmaceutiques. Là, il va charger un certain nombre de paramètres physico-chimiques de sortie. Lui, de toute façon, il peut calculer tout du moment où la simulation tourne. Mais il ne va pas calculer ce dont vous n'avez pas besoin. Il va calculer juste les choses qui sont primordiales pour guider la simulation et pour votre intérêt. Donc, plus vous lui demandez, plus il va mettre du temps, plus la convergence s'avère difficile. Moins vous demandez, plus c'est facile de simuler, certainement. C'est facile de converger. Voilà, donc ça concerne cette partie. Après, vous avez Component, là où vous spécifiez l'ensemble des components dont vous aurez besoin de votre flowsheet. Après, vous pouvez mettre les différents components. Vous avez des bases de données de components. Ici, par exemple. Donc, je double-clique et vous pouvez mettre une formule, comme vous pouvez faire une recherche par nom du composé. Et vous avez là une grande base de components. Alors certes, les versions ultérieures, les 7.1, 7.3 jusqu'à 8, vous avez des components supplémentaires qui sont utilisés au niveau industriel, mais c'est vraiment des choses spécifiques qui ont apparu récemment dans des publications scientifiques, dans des brevets, qui ont été chargés. Mais cette base de données est assez large et elle vous permet de faire le maximum de ce dont vous aurez besoin. Voilà. Donc par exemple, je peux charger un élément, méthane ou éthane.
je vais charger aussi le méthane. Et automatiquement, il connaît, il charge voilà, le minimum des propriétés dont il aura besoin. Voilà. Après, je peux faire un review pour voir un petit peu des propriétés qui sont pré-programmées. Donc il a un certain nombre de propriétés chargées relatives à ses composés. Voilà. API, donc l'indice API pour l'éthane, c'est très important pour la distillation. Donc il charge un certain nombre de propriétés. Bon, ça, le choix suffit. Donc après, on n'a pas besoin de voir les différentes propriétés. Alors une fois ici, il y a aussi la possibilité de visualiser et de rajouter nous-mêmes des binary interactions, des interactions binaires entre les components déclarés, ou aussi des choses relatives à la contribution du groupe, Unifac par exemple, ou NRTL. C'est pas notre objectif pour l'instant. De toute façon, ça reflète une utilisation spécifique dans un créneau bien déterminé. Voilà. Donc tout ça, c'est essentiellement relatif comme ce que je vous ai dit, aux components, mais après nous avons dépassé et nous sommes allés jusqu'à properties. Alors, properties, on va déclarer le modèle qui calcule le coefficient d'activité. Alors, comme vous l'avez constaté dans la partie de thermo d'équilibre, vous avez, lorsqu'il s'agit d'un mélange, on est obligé, on est contraint pour l'établissement des différents bilans. Pour chaque opération unitaire, nous avons besoin d'un bilan et couplé à un équilibre, alors que l'équilibre, c'est soit issu de l'expérimentation, chose qui s'avère difficile à répéter à chaque fois pour plusieurs températures, pour caractériser la température à laquelle nous avons conduit notre procédé. Et généralement, les procédés, la température est variable, la pression aussi. Alors du coup, on ne pourrait jamais revenir à chaque fois pour faire l'expérimentation. Il nous faut, par conséquent, modéliser l'équilibre et l'avoir sous forme mathématique, sous forme d'une formulation. Donc, comme il y a assez de modèles pour ça, là, il nous demande quel modèle utiliser. Donc, très important le choix du modèle. Il faut utiliser généralement des modèles appropriés au mélange qu'on utilise dans le flowsheet. Et vous avez aussi la possibilité du choix d'un certain nombre de modèles généralisés qui ont, on va dire, apparu récemment et qui permettent d'englober un maximum d'interaction des pure components et des mélanges. Voilà, donc l'un des modèles les plus utilisés est ELEC-NRTL, je pourrais le choisir. Vous avez aussi Unifac, Uniquac qui sont des modèles intéressants pour le raffinage. Donc ELEC-NRTL à la base il était dédié aux électrolytes, mais après il a été généralisé pour beaucoup plus que ça. Donc une fois chargé, systématiquement il va charger aussi les paramètres du modèle, des pure components et aussi des interactions binaires entre ces deux éléments. Et après, bon, moi j'utilise ça pour vous montrer, mais à la base on pouvait aussi utiliser ça. Chaque fois on clique et on lui demande d'aller vers l'étape suivante, next. Donc ici il me dit que tout est bon au niveau de la pré-configuration, il faut juste mettre en place le flowsheet. Donc ici par exemple je pourrais mettre le flowsheet comme ça, une flèche, c'est un stream, et je vais mettre par exemple un mixer, et je vais raccorder ce flux au mixer. Pour le raccorder, deux possibilités, soit clic droit sur un clic gauche d'abord et puis un clic droit, et je vais mettre connect destination, reconnect destination, et il va me montrer une flèche rouge. Cette flèche rouge, c'est l'alimentation du mixer. Je fais comme ça, voilà. Sinon je vais déconnecter, donc reconnect destination, je vais le mettre dehors. Je vais vous montrer une seconde possibilité qui est double-cliquer sur la tête de la flèche et recliquer sur l'entrée. Voilà. Après nous avons la sortie aussi, donc quand je clique sur Material Streams, je peux me déplacer sur
le flow sheet, il va automatiquement montrer les sorties. Donc tout ce qui est en rouge devra être impérativement rempli. Donc je peux cliquer, premier clic, et après je déplace la souris, et je reclique une seconde fois, clic gauche toujours, et je clique droit pour faire disparaître le choix de Material Streams. Voilà, donc en termes de dessin, le flow sheet est complet en termes de dessin. Par contre, il faut remplir l'alimentation et remplir les données internes du bloc. Comme ça, les calculs et les itérations qui vont se succéder nous permettront d'avoir la sortie. Donc pour l'entrée, double-clic sur l'entrée, il va me donner la fenêtre de remplissage de l'entrée. Donc il me demande la température. Donc généralement il faut deux propriétés. Donc ici par exemple, température, vapor fraction ou pressure and vapor fraction. Donc on peut choisir l'une des deux. Si c'est vapor fraction et température, si c'est pression et température. Donc il faut deux pour estimer l'entrée avec le débit bien sûr et la composition. Et on verra aussi pour le bloc, il va demander un certain nombre de paramètres pour le bloc. Et lui, suite aux itérations, il va calculer la sortie. Donc si je mettrais n'importe quoi, température par exemple, je mettrais 40 degrés. Après je mets une pression d'un bar et je mets un débit massique de 10 kg/h par exemple. 10 kg/h. Voilà. Et je mettrais 0,5 du 50-50. 50-50 en mole fraction. Voilà. Donc ici, quand je clique Next, il me fait comprendre que l'entrée est bien configurée. Par contre, il faut les paramètres de bloc. Paramètres de bloc, pour un mixer, il demande la pression. Alors là, pour la pression, trois possibilités. Soit c'est 0, et ça veut dire que ce qui rentre va ressortir avec la même pression. Soit c'est positif, ça sera la pression de décharge. Soit c'est négatif, ça sera la perte de charge. Donc je vais mettre 0, je les laisserai en 0. Valid phase, ça sera du vapeur liquide. Et je pourrais ne rien donner comme estimation de température, comme je pourrais l'orienter ou le guider pour avoir une valeur consigne de sortie. Voilà. Donc après je mets Next, il me dit que tout ce dont j'ai besoin est assez près. Donc si je mets Next, donc il démarre la simulation. Voilà. Donc il fait les itérations et il me dit, donc ici Table Generation Begin, donc il commence, après Table Generation Complete, donc il finit la simulation et la génération des données, il la commence et il la complète. Après, il va calculer le bloc, donc ici Computation du bloc, il commence le calcul du mixeur et il fait les itérations, il me dit la simulation est finalisée, achevée, et il génère les résultats. Et il me fait ici Results Available, ça veut dire que tout a bien tourné, il n'y a aucun problème. Donc ici, comme vous remarquez, j'ai rien fait en fait, j'ai juste fait une entrée, une sortie pour vous montrer comment configurer, alors que j'aurais bien pu mélanger quelque chose. Alors pour mélanger, je vais rajouter un autre flux. Pour un autre flux, je vais cliquer sur Material Streams, clic gauche, après je vais le mener ici, reclic gauche, clic droit dehors pour enlever complètement le choix de Material Stream. Après vous avez deux entrées, une sortie. Donc ici je pourrais mettre autre chose, une autre température, une autre pression. Admettons que j'ai envie de rajouter par exemple un autre produit, je rajouterai par exemple l'eau. Alors pour rajouter l'eau, je dois le rajouter d'abord dans les components. Donc Data Browser, Components, Specification, et je rajoute ici l'eau. Alors l'eau, comme il est assez simple et comme il le connaît bien, je vais juste écrire Water. Entrée, il va le connaître sans aucun problème. Alors si je mets Next, il va me mener vers le flux 3. Donc ce flux 3 devra contenir quand même ces différentes données. Donc je mettrai une eau bouillante par exemple à 100 degrés, puis un bar. Je mettrai une dizaine de kilogrammes par heure. Et je mettrai ici par exemple 0, 0, ici 1. Ça c'est en termes de fraction molaire. Voilà.
Alors, si je mets Next, il me dit que toute la simulation est complète sans aucun problème. Enfin, complet. Le flowsheet est assez complet, il est prêt à lancer la simulation. Donc maintenant, il recalcule les paramètres. Et il fait les itérations. Et il génère les résultats. Et toujours results available, donc il n'y a pas de problème de convergence ni de décimation des paramètres. Alors ici, je pourrais faire un check des résultats en double-cliquant sur le flux de sortie. Les résultats, température, pression, vapeur, tout ça c'est la sortie, le 2. Alors je pourrais aussi mettre le 1 et 3, le flux 1 et 3, juste pour visualiser. Et ici je pourrais comparer, par exemple ici j'ai une température de sortie de 84, alors qu'à la base j'avais 40 et 100, 100 pour l'eau et 40 pour le mélange équimolaire de méthanol-éthanol. J'ai la fraction vapeur, donc tout était vapeur. Après, j'ai une partie qui a été condensée à la sortie, vu que l'eau a sûrement subi un refroidissement, donc il y a eu une condensation à l'intérieur du mixeur. Après, vous avez les débits molaires et les fractions molaires. Voilà. Donc il y a aussi la possibilité de mettre un autre tableau ou d'élargir un petit peu le champ de l'affichage des résultats. Par exemple, full, il va vous présenter beaucoup plus de résultats. Voilà. Full, c'est beaucoup plus de résultats, essentiellement relatifs aux différentes propriétés physico-chimiques. Alors ici, si vous avez besoin de plus, généralement il faut aller configurer une property set et lui demander d'afficher une variable spécifique, une variable physico-chimique, que lui va se charger de la quantifier. Donc ça se fait généralement au niveau du, vous avez data browser. Voilà, c'est properties, après property set. Après je mets new, je déclare une nouvelle property set. Et ici vous avez plusieurs properties, physical properties. Donc à chaque fois que vous passez dessus, vous avez tout en bas une description. Par exemple ici vous avez thermal conductivity for pure component, c'est la conductivité thermique, kinematic viscosity for mixer, enthalpy, ideal gas enthalpy for mixer, ainsi de suite. Vous savez, pour chaque propriété physico-chimique, vous avez une petite description. Donc il faut soit aller chercher son nom dans le help, soit deviner un petit peu son nom. Si c'est une conductivité thermique, il va la mettre par exemple K. Si c'est une masse volumique, il va mettre en ρ, par exemple. Masse volumique, si tu mets ρ, par exemple. Density. Alors density, c'est pas le rapport des masses volumiques, c'est essentiellement la masse volumique. En anglais, c'est density, c'est relatif à la masse volumique. Voilà. Après, vous avez le système unitaire. Donc si vous mettez ρ, il va vous montrer les différentes unités que vous pouvez mettre. Voilà. Après, si vous la rajoutez directement, c'est que voilà, vous lui demandez de la calculer. Après, si vous avez une orientation spécifique, par exemple ici vous avez thermal, propriété thermale, propriété de transport, donc vous pouvez choisir l'une des propriétés qui est spécifique, par exemple transport ou thermique. Vous allez trouver les propriétés physico-chimiques relatives au transfert thermique ici. Et si vous avez une propriété hors de ces deux, par exemple, ou de ces trois, ou ces quatre, vapeur liquide equilibrium, ou une propriété de design, vous pouvez la rajouter vous-même, et vous l'appelez ce que vous voulez, et vous la mettez ici. Donc une fois vous la mettez ici, et puis si on lance, généralement il devrait la prendre en charge. Donc une fois je l'ai rajouté, il me dit que voilà, des choses ont changé dans le flowsheet, donc il l'écrit en jaune. Je relance la simulation. Donc normalement il l'a calculé correctement, parce qu'il me met results available en bleu. Et normalement je dois la retrouver ici. Donc s'il ne la retrouve pas, c'est qu'il faut aller la chercher dans le port options et lui demander de l'afficher, parce qu'il n'est pas affiché.
ici je mets Setup, le Point Options. Alors ici Property Set, voilà. Le PSA, je vais la déplacer, voilà. Select Property Set. Donc ici normalement il doit la prendre en considération dans le rapport. Voilà, ici il la met, il va la mettre ici. Voilà, numéro pour chaque component. Les 3 en kilomol par cubic meter par cube. Voilà. Donc après, si vous voulez sauvegarder votre simulation, vous n'avez qu'à mettre File, Save As, vous chargez la simulation en APW ou BKP. Moi je préfère les BKP, ils sont plus jolis et ils sont, voilà, ils sont utilisables aussi dans d'autres versions. Et, mais même APW, ça marche. Donc vous pouvez aussi enregistrer sous APW et pouvoir les retrouver ce que vous avez enregistré par la suite. Voilà. Donc c'était une introduction brève pour voilà, démarrer une simulation ou tout de même vous rappeler des choses que vous avez peut-être déjà vues ou que vous avez déjà manipulées. Donc pour ceux qui, voilà, qui ont en partie oublié ce qu'ils ont vu dans la partie d'initiation sur Aspen+. Voilà, donc merci, au revoir.